bienvenue et surtout merci de nous renouveler votre confiance. Ce soir, Le Point reçoit Patrick Kanga, qui est cadre du PPRD, mais également un des conseillers politiques du chef de l'État. Patrick Kanga, bienvenue. Merci madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci, et vous-même? Ça va bien, merci beaucoup. Vous êtes un habitué de cette émission. Oui. C'est la 4e fois. Bon, merci pour les invitations. Alors, vous avez assisté hier au discours du chef de l'État? Comme tous les Congolais. Alors, quel est votre commentaire? Comment vous avez perçu ce discours-là du chef de l'État qui s'est adressé à la nation devant les députés nationaux et les sénateurs réunis en congrès? Je crois que c'était un discours précis, un discours détaillé, un discours chiffré, un discours qui parlait des faits, un discours qui parlait des réalisations, des évolutions, mais aussi des aspirations de notre peuple. Donc je crois que nous avons reçu, nous, la population, parce que nous en faisons partie, nous avons eu assez de lumière sur la marche de l'État et sur la situation de l'État de la part de celui qui en est le gestionnaire et le mandaté du peuple. Ok, mais cela s'est passé, devant 372 députés sur 500 et 70 sénateurs sur 108. Doit-on banaliser le fait que les parlementaires de l'opposition aient boycotté cette rencontre? Le Congrès, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui se réunissent. Et il y a des exigences conformément à la Constitution et au règlement d'ordre intérieur. Dès l'instant où le quorum est atteint, de manière à ce que le président de la République puisse adresser son message au Congrès, il n'y a pas de problème. Le problème se serait posé si le quorum n'avait pas été atteint. Or, le quorum était atteint, donc il n'est pas besoin que nous puissions tabler sur de la polémique. D'une certaine manière quand même, hein, d'une certaine manière. Atteint, oui, ça devait être atteint parce que la majorité a la majorité dans le Parlement. Mais le fait que les opposants aient boycotté cette plénière, c'est là et quand même n'est pas quand même à banaliser, hein. On va dire ça. C'est pas à banaliser, mais ce n'est pas important qu'on puisse s'y atteler. Le plus important, c'est le message. Le message aussi important, combien important, qui a été délivré par le président de la République. En ce que nous devons demeurer dans la stabilité, dans la paix, pour que nous puissions continuer dans nos efforts de reconstruire ce pays. Et c'est cela le plus important, que le peuple puisse entendre de celui qui l'a mandaté, de celui qui l'a élu, tout ce que nous avons pu faire dans ce pays, tout ce qui a été fait dans ce pays pendant le règne du président de la République, tout ce qui reste à être fait. Et tous ces acquis sont les fruits des efforts consentis par la population congolaise, certainement sous le leadership du président de la République. Et ces efforts doivent continuer et nous devons demeurer dans cet élan de reconstruction. Et pour y demeurer, nous devons rester dans la stabilité, dans la paix, parce que sans la paix et sans la stabilité, rien ne sera possible. Le plus important aussi était le fait qu'il puisse, dans son allocution, parler du respect de la Constitution et d'organiser les élections dans le délai constitutionnel, ce qui n'a pas été le cas du début à la fin de son discours. Il aurait violé la Constitution en parlant de l'organisation des élections qui ne relève pas de ses prérogatives. Ça relève des prérogatives de la CENI, mais en tant que garant de la nation et garant du bon fonctionnement des institutions... Qu'est-ce qui relève de je peux finir. De en tant CENI, que garant... Dès qu'il nous rassure je peux finir. Justement, allez-y. En tant que garant de la nation et garant de la Constitution, mais aussi du bon fonctionnement des institutions de la République, il a le devoir de veiller à ce que les élections se fassent de la meilleure manière. Et c'est en cela qu'il a appelé au dialogue. Il a également le devoir de rassurer les uns et les autres sur le bon fonctionnement de l'État. Il n'est pas celui qui doit organiser ces élections. Il y a une nuance à faire. Mais justement, en étant garant de la nation, il a également le devoir, au-delà de la CENI, de rassurer les uns et les autres que les élections se tiendront dans les délais constitutionnels. Les élections, lui, en tant qu'institution, respectera la Constitution de la République. Que dire de plus sur ce qui est déjà dit, plus ce qui est déjà écrit, consacré au sein de la Constitution? En venant au Congrès, n'est-ce pas déjà le respect de la Constitution? La convocation même de ce Congrès n'est-elle pas conforme à la Constitution?
Peut-être certaines gens veulent que le respect de la Constitution se fasse par récital, en récitant les articles. Et pourquoi pas? Mais le respect de la Constitution, ce n'est pas dans la récitation, dans la déclamation, mais c'est dans l'exercice. Et l'exercice du président de la République, lorsqu'il vient faire le message devant le Congrès, lorsque le Congrès est convoqué, c'est déjà la Constitution qui est en train de se mettre en œuvre. Et c'est le respect. C'est le respect exact de la Constitution que de venir au Congrès et que le Congrès puisse être convoqué. La Constitution n'a pas besoin, pour qu'elle puisse être respectée, que l'on puisse réciter simplement ses articles. Alors, ceux qui disent qu'il n'a pas parlé de la Constitution, mais lorsqu'il invoque les prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution de garant de la nation, mais c'est conformément à la Constitution. Lorsqu'il en appelle les uns et les autres à venir dialoguer pour qu'on puisse extirper les pesanteurs négatives qui sont en train de vicier le processus électoral, c'est conformément à la Constitution. Mais puisque vous parlez donc il du a dialogue, bien parlé de la Constitution, sans réciter les articles comme les autres. mais le dialogue ne fait pas partie de la Constitution, justement. Puisque vous parlez du dialogue, le chef de l'État a dit qu'il vient d'engager le pays sur la voie du dialogue politique et, de surcroît, menace ceux qui boudent. Il ne menace pas. Madame, ce pays vient de loin, de très loin. Nous avons connu des difficultés. Lorsque le président de la République a fait son discours, on a constaté que beaucoup d'efforts ont été faits dans le domaine économique, social, sécuritaire, éducationnel. Mais ces efforts n'ont pas eu à faire que nous soyons dans une forme d'autosatisfaction. Le président de la République ne s'est pas autosatisfait. Vous savez, ces efforts, si ces efforts avaient bénéficié d'un climat de paix, je suis sûr et certain que ces efforts auraient pu être triplés, voire mieux. Mais ces efforts ont été faits à un moment où le pays était dans une situation sécuritaire précaire, où nous étions de temps en temps attaqués, où de temps en temps l'Est était déstabilisé. Alors, madame, est-ce que ça lui donne le droit de menacer les autres qui ne veulent pas lorsque le président de la République, lorsque le président de la République fait appel, lorsque le président de la République fait appel à ses pouvoirs les plus sacrés, à ses pouvoirs les plus régaliens, que de défendre l'intégrité de son pays, que de faire que nous demeurions dans la sécurité et dans la stabilité. Il ne menace pas. Pourquoi les gens se sentent menacés? Ceux qui se sentent menacés, lorsqu'on crie aux voleurs, ceux qui se sentent menacés, c'est ceux qui se reprochent de quelque chose. Mais le citoyen congolais ne s'est pas senti menacé. Moi, je ne me suis pas senti menacé, ni vous. Mais pourquoi d'autres peuvent dire qu'ils se sentent menacés? Qui se sont morveuses mouches, mais justement, alors, parce que certainement ce sont des acteurs majeurs. Alors lui, des personnes qui, la majorité au pouvoir comptait pour ce dialogue, continue jusque-là à attendre le dialogue qui sera convoqué par un émissaire de l'ONU conformément à l'article, à la résolution 2098 et à l'accord cadre d'Addis Abeba. Le dialogue sera convoqué. Le dialogue est déjà convoqué. Là, nous sommes dans le processus. Avec qui iriez-vous à ce dialogue? Parce que votre principal allié, qui est l'UDPS, continue à attendre. Je peux évoluer? Allez-y. Nous sommes en plein processus de dialogue. Et plusieurs personnes ont eu à dire que voilà, fallait qu'une facilitation internationale puisse être là lors de ce dialogue. Le président de la République, hier, lors de son adresse, a bien fait mention de la présence d'une facilitation internationale. Le but, c'est qu'il faut ôter les prétextes. Nous, on veut aller au dialogue pour aller finalement aux élections. Parce qu'on estime que rien, aucun prétexte ne peut faire que nous puissions tomber dans la stabilité. Il y a des pays qui en payent les fruits. Jusqu'aujourd'hui, le Mali, aujourd'hui, fait les frais des actes terroristes. La Libye n'est presque plus un État, alors que la Libye était l'espoir de l'Afrique. La stabilité pour un État est très importante. Et on veut aller aux élections. Mais il y a des pesanteurs. Il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Tout le monde le sait, et eux le savent. Et le cadre, pour en parler, pour trouver la voie consensuelle, c'est le dialogue. Pour que nous allions aux élections. Alors, si les gens ne veulent pas dire, ou ne veulent pas venir dire, ce sur quoi ils ne sont pas d'accord dans ce cadre,
Où est-ce qu'ils vont le dire? En apprenant des méthodes subversives qui viennent porter atteinte à la stabilité de l'État. Ça, l'État ne va pas l'accepter. On n'a que trop souffert de l'insécurité, de la stabilité, pour que l'État accepte que des personnes puissent s'adonner à des méthodes subversives pour venir déstabiliser l'État. C'est inacceptable. Nulle part au monde on peut l'accepter. Mais que comprenez-vous quand le chef de l'État dit que la solution de la République ne viendra ni de l'ONU, ni de l'Orient, ni de l'Occident? Mais il faut que vous en soyez fiers, madame. Que comprenez-vous? Je comprends que la RDC, 50 ans, plus de 50 ans après son indépendance, est un État, comme un État occidental, comme un État français, comme les États-Unis. C'est un État démocratique, un État indépendant, un État souverain. Et les problèmes des Congolais, quoi de plus normal, Madame Wawina, qu'après autant de sacrifices consentis par les Lumumba, par tous nos héros nationaux, Mzoué, Laurent Désiré Kabila, quoi de plus normal, Madame Wawina, que les solutions puissent provenir des Congolais? Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire que nous puissions trouver par nous-mêmes des solutions à nos problèmes? Quoi de plus normal? On va dire comme ça que le chef d'État en prend conscience à la fin de son mandat. Pourquoi? Que la République est souveraine. Pourquoi? Quelles sont les solutions qui n'ont pas été les frais d'un consensus entre Congolais? On a vu en 2006 et en 2011, les partenaires internationaux ont pu concourir à l'organisation des élections. Personne n'exclut le concours des partenaires internationaux. Lorsque le chef de l'État parle de la médiation ou de la facilitation internationale, il n'exclut pas la communauté internationale. Mais quoi de plus normal pour un peuple qui se veut fier d'être congolais, pour un peuple qui tient à sa patrie, de trouver des solutions à ses problèmes? Mais est-ce que vous ne vous sentez pas relâché de part et d'autre? Vous ne vous sentez pas assez fragile? Parce que quand l'UDPS ne pourra pas aller au dialogue, sans l'UDPS, sans le G7, sans l'UNC de Vital Kamerhe, sans Katumbi, sans tous les autres opposants d'ailleurs ne veulent pas aller au dialogue. Alors vous allez comme ça organiser des concertations bis avec des opposants fabriqués? Il n'y a pas des opposants fabriqués, madame. Le dialogue se veut inclusif. Et un appel a été lancé pour que ceux qui veulent vraiment aller aux élections puissent venir au dialogue. Mais si d'autres s'adonnent plus et croient plus à des méthodes, comme nous venons de le dire, des méthodes subversives pour déstabiliser l'État, pour accéder au pouvoir par des voies non conventionnelles, mais ce sera une démarche qui rencontrera l'État. Et l'État ne va pas l'accepter. Parce que si on n'est pas d'accord, quoi de plus normal d'échanger? Quoi de plus normal de trouver une vue consensuelle? Parce que tout le monde est sûr d'aller et de gagner ces élections. Mais si vous êtes sûr d'aller aux élections, ça complique autant. Il faut aller à l'endroit où on discute de ces élections. Parce qu'au niveau de la CENI, le consensus n'a pas été requis. Mais puisque ça complique autant, parce qu'on a quand même constaté, la communication étant, on a quand même constaté que le musée est ressuscité dans les banderoles pour appeler les gens au dialogue. Puisque ça complique autant, pourquoi tout ce qu'on doit débattre dans le dialogue a déjà été débattu dans les concertations nationales? Pourquoi n'est pas carrément, puisque les résolutions ont d'ailleurs été formulées lors de ces concertations nationales, et ces résolutions n'ont pas été, s'il vous plaît, pas venus répondre à ce problème. S'il vous plaît, je disais tout à l'heure que parce que le dialogue complique, pourquoi ne pas aller revoir les résolutions formulées lors de concertations nationales? Parce que, entre autres, ça répond aussi aux problématiques du dialogue. Non, madame. Les concertations, on a eu à le dire plusieurs fois dans vos émissions, répondaient à un contexte et à une problématique tout autre. Mais lorsqu'il y a eu les concertations, la CENI n'avait pas allé au-delà de ce que vous faites allusion. Lorsqu'il y a eu les concertations, Madame Wawina, la CENI n'avait pas encore publié son calendrier partiel. La CENI n'avait pas encore publié son calendrier global. La question des nouveaux majeurs ne se posait pas. Le projet de loi sur la loi électorale ne s'était pas encore posé. Là, nous sommes devant des faits nouveaux qui sont venus après
la tenue des concertations. Donc vous ne pouvez pas dire que les concertations nationales répondaient à des problèmes qui, à l'époque, n'existaient pas. Il y a eu des problèmes nouveaux, il y a eu des divergences nouvelles qui demandent à ce qu'il y ait un consensus. Ça n'a pas existé lors des concertations. On a quitté des calendriers partiels à calendrier global, enrôlement des nouveaux majeurs, révision du fichier électoral, les élections à prioriser, d'autres disent législatives présidentielles, nous on dit toutes les élections. Ce sont des perceptions différentes. Ces problèmes n'existaient pas lors des concertations nationales. Donc on ne peut pas nous dire, prenez, faisez du copier-coller. Non, nous sommes devant des situations différentes, devant un contexte différent, et ça demande des approches tout à fait différentes. Alors le président de la République dit lors de son discours que ce n'est pas par la violence que les divergences seront réglées. Est-ce que la marche pacifique ne fait pas partie de la Constitution? Madame, la SENCO était aussi invitée. Je ne vous parle pas de la SENCO. Je peux continuer mon argumentaire. Allez-y. La SENCO était invitée quelque part aussi, avec d'autres personnalités de notre pays. La SENCO s'est retirée. Quelque part où? Voulez-vous être précis? Je ne sais pas. Éclairez notre lanterne. Vous le savez mieux que moi, il y a une partie des personnalités de la République qui sont en formation. De quoi? Vous et moi, on ne le sait pas. Mais ce qu'on constate, c'est que la SENCO, qui des fois, la SENCO a des positions assez tranchées vis-à-vis du pouvoir. Mais malgré ces positions assez tranchées, la SENCO a tout de même décidé de se retirer de ce forum. Alors il faut se dire qu'au-delà des positions tranchées, il y a plus grave. Si la SENCO se retire, nous on se pose aussi des questions. Est-ce que ce que les gens apprennent pour demain venir exercer dans leur pays, est-ce que c'est dans le bien du peuple? Est-ce que c'est dans le but de faire que la paix puisse régner dans ce pays? Et lorsque vous parlez des marches pacifiques, on se pose des questions. On se pose des questions. Les méthodes subversives n'ont rien à voir avec les marches pacifiques. En janvier, nous l'avons bien vu, il n'y a rien eu de pacifique, madame. Lorsqu'il y a des conteneurs de police qui ont été pillés, lorsqu'il y a des magasins, des Chinois qui nous aident, qui ont été pillés, ça n'a rien à voir avec des marches pacifiques. À Brazzaville, il y a eu référendum. Il y a eu marche pacifique de l'opposition. Attendez, je peux finir, s'il vous plaît. Vous dénoncez le copier-coller tout à l'heure, alors ne donnez pas l'exemple de Brazzaville parce que la comparaison n'est pas raison. Je vous donne un exemple. Alors quand le chef de l'État a parlé de la posture négative de ceux qui boudent le dialogue, faut-il à tout prix prendre part à ce dialogue, même quand on sent qu'il est piégé? Je disais, à Brazzaville, il y a eu une marche de l'opposition. Plusieurs milliers de personnes étaient dans la rue pour dire non au référendum. C'était une marche pacifique. Ça s'est passé sans qu'il y ait eu un seul magasin pillé. Ça, c'est une marche pacifique. Les uns sont allés voter le jour du vote. Le vote s'est fait et la vie continue. Ce sont les principes démocratiques. Lorsqu'il y a eu... Non, c'est pour donner un exemple. La marche, comment pouvez-vous dire qu'il y a marche pacifique dès l'instant où il y a des magasins qui sont pillés, madame? Comment vous pouvez appeler ça marche pacifique? On observe dans le monde comment ça se passe, les marches pacifiques. On ne pille pas des conteneurs de police. Les policiers ne sont pas des politiques. Les policiers sont là pour protéger les uns et les autres. Comment peut-on piller des conteneurs des polices, piller les armes qui y sont contenues et que vous puissiez parler, madame, de marche pacifique? Alors qui devrait, en amont, éduquer la masse pour que... C'est un devoir qui incombe ou qui est incombé à toute la classe politique, majorité comme opposition. Mais lorsque les uns usent de la désinformation, de l'intoxication, à dessein, en disant des choses qui ne sont pas vraies, que les uns veulent violer la Constitution, que le président de la République va se représenter, qu'il nous jure main sur la Bible qu'il ne va pas... Mais la Constitution est claire. Et il n'a jamais dit ça. Il a répété dernièrement lorsqu'il était à Kingakati devant les députés et sénateurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent davantage? Alors, on use le programme, il n'y en a pas. Je n'ai rien entendu des gens qui se réunissent matin, midi et soir pour dire, voilà, ce qu'on prévoit pour les étudiants,
au sortir de l'université. Le président de la République, dans son adresse, a parlé de l'accent sur, s'il vous plaît, c'est important, de l'accent sur la recherche scientifique, l'accent sur les études technologiques, pour que nos jeunes puissent désormais fabriquer des voitures au Congo. Voilà, on comprend qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, et cet adage, c'est vérifié. On va dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors cet adage s'est vérifié hier lors du discours du chef de l'État. Alors si le chef de l'État, ça dépend de la perception que vous avez. Si le chef de l'État entame des démarches pour convaincre les opposants à prendre part au dialogue, c'est justement pour crédibiliser ce processus, pour en déboucher au référendum, comme à Brazzaville, puisque vous venez de prendre l'exemple de Brazzaville. Non, madame, il ne faut pas prendre mon exemple dans un sens. Je vais parler du comportement des militants de Brazzaville, les militants de l'opposition. Alors, ces démarches du dialogue, qui se sont mobilisés, plus que d'ailleurs qu'on en voit ici, les seules fois où on a vu la mobilisation à Ndjili, c'était 2500 personnes pour 11 partis. C'est ce que notre parti fait tous les jours lors de nos cafés politiques. La comparaison n'est pas raison. Non, c'est pour dire qu'ils n'ont pas une capacité de mobilisation, madame. Est-ce que ce dialogue n'aboutira, tout ne débouchera pas sur le référendum? Madame, moi je ne viens pas ici, sur ce plateau, pour faire de la déduction ou pour faire le procès d'intention. Le président de la République qui a convoqué ce dialogue dit que c'est pour s'apaisantir sur le cycle électoral. Et je crois que c'est cela le leitmotiv qui appelle au dialogue. Il n'y a pas autre chose. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est dit. Mais on dit en français qu'il n'y a rien pour rien. Souvenez-vous quand même que Vital Kamerhe a eu à accuser le chef de l'État de vouloir faire un coup d'État constitutionnel. C'est une accusation. C'est une accusation gratuite pour laquelle il n'y en a pas de preuve. Mais la preuve est justement là. Si le chef de l'État, lors de son discours, ne fait pas allusion au respect de la Constitution, mais le respect, déjà le fait les élections dans le délai constitutionnel. Mais qu'est-ce que vous entendez par respect? Quelle preuve voulez-vous encore de plus? Qu'est-ce que vous entendez, madame, par respect de la Constitution? Et si le chef de l'État fait des projections jusqu'en 2017? Vous voulez pas, dans son discours. Et qu'il parle de 28 provinces. Dans son discours. N'est-ce pas un coup d'État constitutionnel? Madame, s'il vous plaît, soyons sérieux. Moi je suis, hein. En tout cas, parlons des choses sérieuses. Le peuple, nos téléspectateurs nous regardent, nous parlons de la République, il faut y mettre un peu de sérieux. Je suis. Lorsque même on voit d'autres discours en Europe, aux États-Unis, en Inde, en Afrique, j'entends pas un président de la République venir faire un discours sur l'état de la nation et commencer à réciter l'article 1 de la Constitution dit ceci, l'article 2 dit ceci, l'article 3. Non, c'est ce que vous appelez respect de la Constitution, selon vous? Le fait qu'ils viennent conformément aux dispositions constitutionnelles, ce n'est pas respecter la Constitution? Le fait qu'il évoque les prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution, ce n'est pas respecter la Constitution? Qu'est-ce que vous entendez par respect de la Constitution? Qui disent en 2016 je ne serai pas candidat. La Constitution le dit. La Constitution est claire là-dessus. Il n'est pas fait mention ou obligation au chef de l'État de le dire. Il est là pour travailler. Et dans son mot, il n'a fait que dire ce qu'il a eu à accomplir. Durant l'année 2015, il a promis des choses en 2014. Ça s'est accompli en 2015. C'est ça un homme qui a une parole. On a promis des sociétés d'aviation, ça a été exercé. Il y a des kilomètres de route qui ont été promis, ça a été fait. Et ce qui reste à être fait, il le dit à son peuple. Le peuple qui est son seul patron, la seule personne à qui il doit des comptes. Et il a rendu compte. Maintenant, que des gens aient des perceptions politiciennes, que des gens veulent déformer le discours, que les gens veulent extirper des choses qui n'existent pas dans ce discours. Mais cela est normal parce que c'est dans leurs habitudes de le faire. Alors, n'avez-vous pas, vous, entendu quand le chef de l'État a dit qu'il faut à présent penser à un système électoral avec des modalités de vote peu coûteuses? Doit-on encore émettre de doutes sur le fait que les chefs de l'État ont l'intention de modifier la Constitution comme l'avait dénoncé le G7 en son temps? La Constitution du 18 février 2006 ne consacre pas les modalités d'élection. Vous pouvez la lire, j'ai la Constitution avec moi, vous pouvez la parcourir. Ce n'est pas prévu. Lorsqu'on parle de modalités, c'est de la manière dont nous devons faire ces élections.
La Constitution ne dit pas qu'il faut que ce soit un vote avec un gros journal de 50 pages, comme nous avons eu en 2011. Pour voter, chercher quelqu'un, non, ça peut se faire de manière électronique. C'est plus rapide et moins coûteux. La résolution Donc de la modernité. Donc ça n'a rien à voir. Ça fait partie de la résolution Non, de la parce que là, vous avez posé une question. Ne quittons pas du coq à l'âne, s'il vous plaît. Mais, vous avez dit que les modalités vous renvoyaient à une révision de la Constitution. Là, je vous dis que ça n'a rien à voir, madame. Alors, rien à voir. À moins que les gens ne savent pas ce qui est contenu dans notre Constitution. Ok, vous le savez plus que tout le monde. Je ne le sais pas plus que tout le monde, je la lis tous les jours parce que je suis républicain et que c'est ça mon travail, de lire la Constitution. La question qui divise la classe politique, c'est vraiment le respect de la Constitution. Pensez-vous que les menaces ou la menace que ressentent les uns et les autres peuvent faire en sorte qu'ils puissent fléchir? Il n'y a pas de menace. Il n'y a aucune menace, madame. Le pouvoir que détient le président de la République lui est dévolu par la Constitution. Il provient du peuple congolais. Il a le devoir, madame, de veiller à ce que nous demeurions dans la sécurité et dans la stabilité. C'est un pouvoir régalien, ce n'est pas une menace. Lorsque, dans d'autres États, le pays est attaqué et que le chef prend un temps fort, tout le monde reconnaît que c'est le chef qui s'est exprimé. Et là, il s'est exprimé en tant que le chef de la nation, le garant de la nation, le président de la République, commandant suprême des forces armées. Toutes ces prérogatives lui sont dévolues par la Constitution. Et lorsqu'il y a des pesanteurs négatives qui attestent qu'un groupe d'individus ou un individu veulent ou voudraient user des mécanismes non démocratiques pour accéder au pouvoir, il est de son devoir. Il est de son devoir de décourager ce genre de pratique avant que la loi quand l'Église catholique, par la voix des évêques, rappelle les événements de janvier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, justement, il rappelle ces événements pour éviter au peuple congolais les fusions de sang. Est-ce que a-t-elle mal agi, l'Église catholique, en rappelant cela? Je pense que l'Église catholique doit promouvoir la paix. Mais voilà la démarche. La paix. Quand elle rappelle ce qui s'est passé en janvier pour justement éviter les fusions de sang qui pourra survenir. L'Église catholique doit promouvoir la paix. La paix. C'est parce qu'elle est en train de faire. Et être au milieu de village. Comme l'a fait le pape François à Bangui. Il ne faut pas attendre que nous soyons dans une situation comme Bangui pour demander la paix. Nous sommes dans une paix relative et il faut que nous consolidions notre paix pour que ce pays puisse enfin être dans une situation d'émergence, pour que les jeunes qui sortent de l'université puissent avoir des emplois décents, pour que nous ayons des jeunes qui puissent relever le défi en allant où les autres n'ont pas pu aller. L'Église catholique a tort de tirer la sonnette d'alarme et Mwando Simba, pour son compte, je vous dis simplement que l'Église catholique doit promouvoir la paix. C'est cela son rôle. Alors, à cause de la persistance de la violence, Mwando Simba dit ceci: tout le monde doit se considérer comme mobilisé en vue de faire face à la résurrection, à la résurgence de la dictature. A-t-il tort, une fois de plus? Madame, la dictature, moi j'ai pas eu à évoluer sous la dictature. Je n'aime pas répondre personnellement aux questions, par principe, mais d'autres personnes peuvent s'empêcher de donner des leçons sur la dictature. Parce que la démocratie, beaucoup l'ont appris grâce au président Joseph Kabila. Donc la dictature, nous on ne la connaît pas. Nous sommes à l'ère de la démocratie et je crois que certaines personnes doivent s'empêcher de parler de dictature parce qu'ils en connaissent beaucoup mieux sur la dictature que sur la démocratie. Ok, mais puisqu'ils en connaissent beaucoup mieux, ils voient déjà, ils la voient venir. Heureusement que nous sommes dans une démocratie et les préceptes les sont autres différents. opposants disent qu'ils ne céderont pas à l'intimidation ni aux menaces, ils continueront à tout prix à défendre cette constitution. Qu'en dites-vous? Mais qu'ils la défendent, tout le monde défend la Constitution. S'ils défendent réellement cette Constitution, tant mieux. Tant mieux. On ne peut rien demander de plus à l'opposition que de défendre la Constitution que nous respectons
en se conformant à ce qu'elle dit, en agissant conformément à cette Constitution. Tout le monde défend la Constitution, tout le monde peut présumer faire des choses en conformité avec la Constitution, même quand ce n'est pas le cas. On va parler quand même de l'article 64. J'ai eu à les noter. Vous avez la Constitution. L'article 64, alinéa 1 de la Constitution stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des constitutions, en violation des dispositions de la Constitution du 18 février 2006. N'est-ce pas faire échec n'est pas synonyme à tenter à renverser un pouvoir constitutionnel, faire échec, puisque le PGR, procureur général de la République, parle d'un pouvoir qui est constitutionnel, qu'on cherche à renverser. Faire échec n'est forcément pas synonyme à renverser un pouvoir constitutionnel. Vous êtes quand même bien d'accord avec moi? Merci bien, madame la juge de la Cour constitutionnelle, parce que vous donnez une interprétation qui semble être une vérité absolue. Je me réserve, moi, d'interpréter cet article. L'organe de la loi a parlé, et je me réfère à ce qu'a dit l'organe de la loi. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. S'il y a des problèmes d'interprétation de cet article, la Cour constitutionnelle dont vous êtes membre nous éclairera davantage. Mais que les politiciens se mettent à... Si je me mets à donner ma petite lecture juridique, parce que juriste, ce serait dit, il est du PPRD, il est à tel endroit. Je laisse à l'organe de la loi de le dire, et à la Cour constitutionnelle d'interpréter cet article. Alors, on attendait plus ce chef d'État, on va parler nouvelle province, on attendait plus le chef de l'État mettre une lumière autour de la réaction des uns et des autres sur l'inconstitutionnalité de la nomination de commissaires spéciaux, mais il n'en a pas fait du tout allusion lors de son discours. N'est-ce pas une frustration? Madame, l'inconstitutionnalité se décrète par qui? Est-ce que c'est quelqu'un qui se lève un beau matin pour dire que tel acte est inconstitutionnel? Qui peut le dire? Jusque-là, la Cour constitutionnelle n'a pas dit que cet acte-là était inconstitutionnel. Alors, lorsque vous me parlez d'inconstitutionnalité, je me demande bien si ce sont certains d'autres de vos amis, juges constitutionnels, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, qui ont dit de ces actes qui sont inconstitutionnels. Mais moi, les juges que je connais et que je reconnais, ceux de la Cour constitutionnelle, n'ont pas dit que cet acte-là ou que ces actes-là étaient inconstitutionnels. Alors, d'où viendra, vous qui êtes du pouvoir, d'où tirez-vous l'argent justement pour équiper en infrastructure ces nouvelles provinces, alors que nous savons qu'il n'y a pas d'argent pour les élections? Qui vous a dit qu'il n'y a pas d'argent pour les élections? Ah, donc il y a l'argent pour les élections. Le Premier ministre vous a dit qu'il va disposer de l'argent, mais il n'y a pas suffisamment d'argent. C'est différent. Et c'est pour ça que le président... Où trouverez-vous l'argent pour équiper en infrastructure les nouvelles provinces? C'est pour ça que le président de la République parle des modalités moins coûteuses. C'est parce qu'on est là dans la réelle politique, pas dans une politique imaginaire, fiction. On n'est pas dans un monde de Peter Pan, non. On est dans un monde réel. Voilà pourquoi on parle des élections moins coûteuses. 1,2 milliard, l'État n'en dispose pas. Voilà pourquoi on parle des modalités moins coûteuses. Mais entre-temps, vous n'allez pas dire que les provinces puissent ne pas fonctionner, provinces habitées par la population congolaise, qui ne se limite pas qu'à Kinshasa. Ils ont droit à la vie, ils ont droit à avoir des autorités qui sont dans des conditions plus ou moins acceptables. Ils ont le droit aussi à l'éducation, à la santé. Et lorsque le président de la République priorise que des infrastructures de base puissent être vite faites, installées, érigées au niveau des provinces, même ça, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Donc pour vous, la population qui vit au niveau des provinces n'a pas droit au bien-être social parce que nous devons tout mettre pour les élections. Comme si ces élections vont faire que chez moi à Bikoro, ma grand-mère puisse vivre dans ses aises. Madame, c'est une perception. Alors, on va parler des élections, simpliste. Puisque on y est de plein pied. Aller au dialogue pour parler du financement et la sécurisation des élections avec les opposants. Est-ce que ce sont les opposants qui gèrent la police et les financements de l'État? Je ne comprends pas votre question. Vous voulez aller au dialogue avec les opposants pour parler du financement et de la sécurisation des élections, n'est-ce pas? Pas seulement, notamment.
notamment. Pas seulement. Est-ce que les opposants, est-ce que ce sont les opposants qui gèrent la police pour sécuriser les élections ou qui gèrent les finances de l'État? C'est une perception que vous avez sur la sécurité. La sécurité n'est pas seulement l'apanage de la police, mais c'est aussi un état d'esprit dans lequel l'on vit. Lorsqu'il y a des élections qui se passent. Puisque nous parlons d'un cas précis, les élections, c'est la police qui sécurise les élections. Et la police est gérée par le pouvoir en place. Mais également les finances de l'État est aussi gérée par le pouvoir en place. Qu'est-ce que les opposants viendront faire? Qu'est-ce que les opposants, quel sera leur apport dans ce dialogue pour que les élections soient financées et qu'elles soient sécurisées? Ce ne sont pas les seuls problèmes. Lorsqu'il y a eu des violences post-électorales en 2006 et en 2011, ils étaient toujours à l'opposition. On les a battus en 2006, en 2011 et après. Mais il y a eu des violences. Lorsqu'il y a des gens qui sont intoxiqués, désinformés, qui vont commettre certains actes, c'est parce qu'ils sont peut-être conduits par leur leader. Et c'est pour ça qu'on dit « créons un climat apaisé, que chacun soit à même d'accepter le résultat provenant des urnes. » Alors pour qu'il n'y ait pas trop de perceptions différentes sur le résultat qui sera issu des élections, trouvons une vue unique, une vue consensuelle, pour qu'on ne dise pas que si tel a gagné, c'est parce qu'on n'avait pas fait telle chose. Si tel a, voilà, parce qu'on n'avait pas révisé le fichier électoral, c'est parce qu'on n'avait pas enrôlé les nouveaux majeurs, c'est parce qu'on avait fait telle chose. Non, trouvons une vue unique pour qu'à l'issue de ces élections, le pays continue de fonctionner dans la paix et dans la stabilité. C'est simplement cela le problème. Okay. C'est simplement cela. Non, en principe, on n'est pas censé avoir des divergences là-dessus. Ça ne se justifie pas. C'est simplement ça. La vie doit continuer. L'État doit consolider son élan de reconstruction et de stabilisation. Et on veut qu'il y ait des élections apaisées. Et le président de la République, lorsqu'il en appelle, et il continue à en appeler au dialogue, ce n'est pas par faiblesse. C'est pas parce qu'il veut rechercher une légitimité quelconque. C'est pas l'opposition qui donne la légitimité au président. La légitimité, il la détient du peuple. Le peuple souverain, le seul peuple son patron. Alors, ils ne viennent pas nous donner une légitimité, madame, ni une majorité. C'est que on veut être tous d'accord sur une vue commune pour que nous allions aux élections de manière apaisée, pour préserver la paix et la quiétude des citoyens. Que l'élection se fait lundi, mardi, les gens vont travailler, les femmes d'affaires vont faire leurs affaires, les mamans maraîchères vont au champ. C'est ça, les élections dont on veut. Des élections calmes et apaisées. Pas des élections qui, après, devient un motif d'instabilité, au lieu que nous puissions avancer déjà avec 4, 5, 10, 15 avions chez Congo Airways, qui a déjà une influence positive dans le transport aérien, qu'on puisse encore revenir en arrière pour aller dans des conciliabules pour rechercher la paix que nous possédions déjà. C'est pour cela que nous devons aller au dialogue. En parlant de processus électoral authentiquement congolais et que le chef de l'État fait allusion, pourquoi cette fois-là invoquer l'autoprise en charge et l'autodétermination seulement dans le financement des élections de 2016, alors que nous savons qu'en 2006, la communauté internationale était la bienvenue. Mais non, mais c'est aussi dans le souci peut-être de rechercher des élections moins coûteuses. Une fois, j'ai suivi un expert de la CENI pour qui j'ai beaucoup de respect, M. Jérôme Bosso. Il m'expliquait, il disait, mais vous savez que même les kits électoraux, les petits cartons que l'on voit, on les exporte. Ça vient de la France. Quand les Européens viennent nous dire, non, on va financer, mais ils financent, mais ils gagnent aussi au même moment parce que les matériels, c'est chez eux qu'on les achète. Même les kits. Il m'a dit, mais pourquoi on ne peut pas organiser des kits même avec du raffia chez nous avec des... C'est quoi qu'on n'achète pas chez eux? Même cette mode de scrutin que propose le chef de l'État, c'est lié aussi à l'Occident. Hein? Oui, c'est vrai. On ne départit pas... Avec le fameux Made in Congo, vous allez vous fabriquer des ordinateurs? Là, je plaisantais. Mais on ne va pas se départir totalement. On ne va pas se départir totalement. Mais le fait de ne pas se départir totalement ne demande pas que les Congolais puissent réfléchir eux-mêmes sur comment organiser des élections
moins coûteuse, crédible et apaisée. Nous sommes suffisamment intelligents au niveau de la majorité, de l'opposition et de la société civile pour que nous soyons à mesure de trouver des solutions à nos problèmes. Mais alors, il faut vraiment pas. Moi, je pense que ça ne sert à rien de faire une volte-face parce que nous savons tous que l'Union européenne et la Banque mondiale financent beaucoup de projets en RDC. Pourquoi seulement pourquoi seulement, en ce qui concerne les élections de 2016, on se rend compte qu'on est suffisamment aguerri pour se prendre en charge? Madame, les élections relèvent d'un domaine de souveraineté d'un État. Et je crois qu'il serait plus à même pour la fierté nationale. Alors, comme ça, on ne considère pas les élections de 2006 et 2011 non, que nous soyons à mesure, non, madame. Parce que de toute façon, la communauté internationale a promis de participer à cette élection. Mais nous ne devons pas nous complaire dans une situation, nous ne devons pas être dans le statu quo, dire écoutez, on vous tend la main, ad vitam aeternam. Chaque jour qui passe, nous devons être de plus en plus à mesure de prendre les choses en charge nous-mêmes. Et c'est cela la fierté d'un peuple. Mais vous n'avez même pas su prendre en charge les immondices de la capitale. 3 mois après le départ de l'Union européenne, la primature et le gouvernement provincial se sont entretués pour la gestion de ces immondices. Ah bon, je ne sais pas. Et comment comptez-vous prendre en charge toutes les élections pour 2016 et dire que vous êtes souverain alors que pour les immondices, on s'est entretués presque. Ne me renvoyez pas à une polémique, je n'y réponds pas. C'est pas qu'on dit qu'on va départir totalement la communauté internationale du processus électoral en cours. Non. On dit que chaque jour qui passe, nous devons de plus en plus être à mesure de prendre en charge les choses qui relèvent de notre souveraineté. Et authentiquement congolais, c'est que les Congolais doivent réfléchir, doivent produire des réflexions pour que nous ayons des élections calme, crédible et apaisée. C'est en cela qu'elle devra être authentique. Et chaque jour qui passera, madame, que ça ne vous déçoive pas, que nous fassions chaque jour un effort de nous prendre en charge seuls. C'est cela un enfant qui grandit et qui ne veut pas demeurer sous le joug paternel. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent ou à ceux qui disent que concernant la diversification, on parlait de l'économie, on n'a plus que 3 minutes, on va les gérer. Concernant la diversification de l'économie, la croissance est toujours soutenue par le secteur minier, alors que certains disent que les bilans donnés par le chef de l'État n'est pas du tout réaliste dans ce secteur-là. Le bilan n'est pas réaliste comment? Il a bien parlé de la nécessité de pouvoir diversifier les ressources économiques de notre pays. Parce que c'est vrai, pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, notre économie a toujours été soutenue dans un seul secteur. Et il faut que nous diversifions nos ressources et nos sources de production. Et en cela, il a été instruit au Premier ministre de pouvoir s'y pencher pour que nous ayons une économie diversifiée. Alors la RDC est signateur de la déclaration de Maputo qui préconise que le 10% du budget national doivent être consacrés à l'agriculture. Alors pendant 10 ans du règne de Kabila, ce secteur n'a bénéficié que de 3%. Il y a eu plusieurs avancées. Avant, ce n'était pas 3%. Et je crois que sur le plan pratique, il y a eu le projet pilote, comme il a été dit au discours. 10 ans plus tard, ça demeure à 3%. Quelle avancée faites-vous allusion? Au discours, avant, ce n'était pas 3%, et je crois que dans le prochain budget, ce ne sera pas 3%. Je crois que sur le plan... Ça passera de 3 à 10%? Sur le plan, madame, c'est graduel. C'est graduel. Il ne faut pas enjamber. Il faut être réel. C'est graduel. Si nous étions en train de regresser, ça aurait été un problème. Mais au lieu de regresser, on avance. On avance de 1%, de 0,5%, mais on avance avec les moyens que l'on dispose. Et il y a déjà des études qui ont été faites. Le président de la République l'a dit lors de son allocution. Des études de préfaisabilité de comment répercuter le projet Bukanga-Lonzo dans d'autres provinces de la République. Alors, pendant que d'autres sont en villégiature en Europe, en Afrique, nous on réfléchit. Ces études de préfaisabilité qui ont été faites sous l'impulsion du président de la République ont été faites pendant que d'autres étaient en train de faire autre chose. Et bientôt, Bukanga-Lonzo, format Maniema, Nord-Ubangi sera répercuté. Et cela dans le souci de répondre
aux besoins de la population. On n'a plus beaucoup de minutes, plus qu'une minute malheureusement, mais j'aimerais que vous me parliez rapidement en tout cas, de la corruption et du coulage de recettes qui fait perdre à la République par an 15 milliards de dollars, alors que nous avons déjà un conseiller spécial de la République qui s'en occupe. Quand est-ce qu'on pourra lutter contre cette fléau? On lutte déjà contre la corruption. Vous dites c'est le fléau, c'est comme le sida. On continue de lutter, mais c'est une gangrène. La corruption, c'est dans les habitudes même de notre société. Il faut vraiment l'extirper, et des fois avec des méthodes très fortes pour que ceux qui sont enclins à la corruption puissent être totalement découragés. Et ça, c'est une lutte que le gouvernement ne cessera de mener et ne cesse de mener. Et je crois que la population doit soutenir cette démarche. Ok. Monsieur Patrick Kanga, Madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez été dispo. Merci à vous également pour votre confiance et votre attention à ce programme qui reviendra pour vous demain à 7h15, mais également le vendredi à 23h, à 22h30. Entre-temps, restez avec nous et surtout, joyeux Noël à vous et passez une bonne année.